Et bonjour, on se retrouve pour la dernière vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de psychogénéalogie. Donc la psychogénéalogie, c'est un outil qu'on utilise en fait pour aller identifier les blocages qu'une personne peut rencontrer dans sa vie, autant personnel que professionnel que financier en fait. Et on va monter un génosociogramme en fait, c'est comme un arbre généalogique en identifiant donc les noms, les prénoms, les dates de décès, les dates de naissance et surtout toutes les informations qu'on a sur les différentes personnes qui constituent l'arbre. C'est-à-dire les ressentis, les choses qu'on sait, par exemple, mon grand-père était gentil, il travaillait dur, ou il s'entendait pas avec ma grand-mère, il avait une copine à côté, enfin tout ce genre de traces qui restent de petits on-dit, qui va, en fait, qui sont des éléments hyper importants pour arriver à identifier les blocages de la personne et surtout les liens qu'on a avec nos ascendants. Donc, par exemple, en premier lieu, donc, on commence par la personne au sein de sa famille. On va identifier donc sa place dans la fratrie, ses parents, ses grands-parents, et ses arrière-grands-parents. Et donc, avec ça, déjà, si on part avec ça, même si on part juste par rapport aux grands-parents, on a déjà des événements. Et nous, on va s'intéresser surtout à la personne en tant que telle. Pourquoi? Parce qu'on ne part pas des ascendants pour arriver à nous, on part vraiment du positionnement de la personne dans sa vie, à quel moment elle vient travailler son histoire familiale, pour quelle raison, quel blocage, quelle place elle a, quel âge elle a, et on va monter tout un tas d'éléments. En premier lieu, on va s'intéresser donc aux personnes avec qui elle est en lien par les dates de naissance, les dates de décès, les dates de conception, les parrains, marraines, etc. Donc ça va nous donner une première idée. Après, on va s'intéresser en tout premier lieu à son projet sens. Qu'est-ce que c'est un projet sens? C'est en fait le projet des parents qui donne le sens à l'enfant, c'est-à-dire la phase immatérielle qui est le projet des parents d'avoir un enfant, par exemple, conscient ou inconscient, hein, parce que même si c'est un accident, c'est quand même voulu puisque l'enfant arrive. Et donc le sens de l'enfant qui est la naissance, la matérialisation en fait, son arrivée dans cette famille à cette date précise. Voilà, donc du coup ces éléments, c'est vraiment des éléments hyper importants parce qu'on dit que la pensée du parent est le manifesté de l'enfant et que le conflit psychologique du parent va donner la maladie biologique de l'enfant. Mais ça peut être des petits bobos ou par exemple des allergies ou après, bon, quand c'est des grosses maladies, c'est compliqué, mais parce que là, ça veut dire que souvent, il y a une mémoire de sacrifice. Donc, c'est compliqué. Après, on va s'intéresser en fait de ce projet sens là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc en fait, lui, il englobe la période de 1 an avant la conception jusqu'aux 3 ans de l'enfant, puisque en fait, c'est à partir de 3 ans que l'enfant se détache de ses parents et commence à expérimenter. Donc, il part à la conquête du monde extérieur, de par l'école, la nounou, etc. Mais juste avant ça, il est vraiment dans le clan familial. Et là, il va recevoir tout un tas de valises, donc qui vont le constituer d'éléments positifs et négatifs. Par exemple, 1 an avant la conception, le moment de la grossesse, l'annonce de la grossesse, l'accouchement, tous ces éléments-là vont donner un sens, en fait, à la personne qui va le porter toute sa vie, quoi. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place à ce moment-là, parce qu'on hérite de nos ancêtres
des valeurs morales, physiques, des expériences, donc des réussites, des échecs. Et tout ça, ça programme en fait notre vie. Alors évidemment, quand on a des blocages, c'est comme je vous ai dit dans différentes vidéos, souvent on se penche sur les choses quand on a des blocages. Sauf que même si on va décider de quelque chose, on peut être saboté inconsciemment parce que en fait cette loi de la biologie et de la généalogie est très forte parce que on n'a pas conscience de ce qui se joue justement et que en fait notre famille c'est pas sortir les cadavres des placards ou dire il y a un coupable, une victime, un bourreau, enfin c'est pas que ça, c'est dans la généalogie, du moment où vous arrivez dans une famille, il se met en place un sens à votre venue et coûte que coûte, enfin, vous arrivez avec vos bagages. Ces bagages-là, vous avez le choix, si ça vous bloque pour une raison X ou Y, vous avez la possibilité de déposer les valises, puisque notre cerveau, en fait, il est programmable, déprogrammable, euh, et en plus, lui, il fonctionne, que ce soit en réel, en virtuel ou en symbolique, ça lui va en fait. C'est pour ça qu'on peut faire des mises à jour avec l'acte symbolique, parce qu'il fonctionne à l'intérieur. Il ne connaît pas l'extérieur, le cerveau. Il connaît que l'intérieur et nos mémoires de ressenti. Par exemple, je ne sais pas comment vous donner, pour lui, imaginer, il peut le faire, vous pouvez imaginer 300 milliards de situations et pour lui, ça va. Si vous imaginez une situation, ça peut être comme réel. Donc, c'est intéressant de voir que, en fait, on n'a pas besoin. La symbolique marche aussi et que en psychogénéalogie, par exemple, selon les situations, il suffit de balayer en fait toutes les hypothèses pour qu'à un moment donné, lui, ça lui parle. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que du coup, on va pouvoir travailler là-dessus et lui donner la bonne information pour la reprogrammation. Donc, voilà. Après, donc une fois qu'on sait ça, déjà, c'est un outil qui... c'est déjà important parce que ça veut dire qu'on ne reste pas figé sur un truc. C'est que tout est programmable et déprogrammable. C'est déjà une bonne nouvelle. Après, on ne se rend pas compte à quel point on est influencé par ce projet sens-là. Parce que quand on se penche vraiment sur les conditions de notre conception, donc est-ce que nos parents étaient mariés, est-ce qu'on est le premier enfant, le deuxième enfant, est-ce qu'il y a eu des fausses couches, pas des fausses couches avant, est-ce qu'il y a eu des avortements, est-ce qu'il y a des enfants décédés, comment étaient les parents? Est-ce qu'ils se connaissaient depuis longtemps? Pas depuis longtemps? Est-ce qu'ils étaient mariés? Pas mariés? Est-ce qu'il y avait donc... est-ce qu'ils habitaient dans une maison? Est-ce qu'ils habitaient chez leurs parents? Quel âge ils avaient? Est-ce qu'ils travaillaient? Est-ce qu'ils travaillaient pas? Est-ce que le père était là? Est-ce qu'il n'était pas là? Donc, tout un tas d'informations qui va commencer à programmer en fait notre projet sens. Derrière, il y a l'annonce de la grossesse, puisque en fait, c'est la reconnaissance du clan dans la famille. La grossesse, c'est quand on attend un enfant, généralement, on dit félicitations, on sait qu'il y a un petit être qui va agrandir la famille. Donc, c'est important de savoir si à ce moment-là, les parents étaient mariés, pas mariés, l'issue, la religion, enfin, tout ce que vous pouvez vous poser comme question. Nous, on a même vu dans nos ateliers que c'était pas l'enfant du père, mais l'enfant de l'amant, quoi. Donc, il y a tout un tas de choses qui se passent à l'annonce de la grossesse. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le sait pas? Est-ce que le père est présent? Le père est absent? Après, il y a la grossesse en elle-même. Donc, comment on sent? Est-ce qu'on a été malade? Est-ce qu'on a un état psychologique fragile? Le conflit de portance, puisqu'il y a des femmes qui détestent être enceintes, il y en a d'autres qui adorent ça. Tout ça, c'est des éléments à prendre en compte.
Après, on a les projets qui sont induits par cette naissance. Par exemple, est-ce que parce que voilà, c'est le deuxième enfant, il faut qu'on déménage, il faut qu'on prenne une maison plus grande. Par exemple, les conditions d'accouchement. Donc, est-ce que ça a été rapide? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été préparé? Est-ce que la valise a été faite? Est-ce qu'on est parti comme un cheveu sur la soupe? Par exemple, moi, qui me prénomme Michael, donc qui porte un prénom masculin, en fait, quand ma mère a accouché, elle a eu une césarienne. Et dès qu'elle se réveillait, elle était persuadée d'avoir un garçon. Dès qu'on lui disait que c'était une fille, elle repartait dans les pommes. Bon, moi, l'histoire de ma vie, ça a été de me faire accepter en tant que fille avec un prénom masculin. Puisque même si c'est un prénom qui est lourd bibliquement, et puis ça va avec, mon parcours de vie, en tout cas, les conditions de ma naissance ont été importantes par rapport à un de mes projets sens, puisque bon, on en a un globalement, mais après, il y a plein de nuances. Ben, ça n'a pas été facile et c'était un élément important puisqu'en fait je ne sais pas trop grand chose de ma naissance. Par contre ça je l'ai entendu plein de fois. Ah, à chaque fois que ta mère elle se réveillait on lui disait qu'elle avait une petite fille, elle repartait dans les pommes. Super. Donc voilà, c'est tout un tas d'éléments qui sont à prendre en compte. Après il y a aussi les événements si pendant cette période-là il y a eu des décès, des départs, des conditions, tout ce que en fait vous pouvez apprendre sur ça va déterminer votre projet sens. Donc ça c'est vraiment une étape mais primordiale dans le travail de psychogénéalogie. Si on ne le fait pas, c'est que il y a un problème quoi. Si vous avez tendance à aller voir des psychogénéalogistes qui passent à côté de ça, c'est qu'ils sont pas bons parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça. La conception, c'est très particulier et derrière vient aussi donc la place dans la fratrie. Le numéro 1 est en lien avec l'énergie du père, le numéro 2 en lien avec l'énergie de la mère, le numéro 3 représente en fait tous les couples. Donc c'est la référence au couple dans l'histoire familiale. Donc on va aller chercher des couples référents, les belles histoires, les histoires d'amour ou les histoires déchues. Voilà, le 4, donc en fait, il rejoue le 1 et le 5, etc. Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants. Aussi, la place dans la fratrie, le prénom. Les prénoms qui sont donnés aux enfants donnent des informations sur sa destinée, entre guillemets. Par exemple, moi, je vous donnais le mien. Moi, j'ai un prénom biblique. Bon, quand on va chercher la symbolique de Michael dans la Bible, ou Michel, enfin, voilà, ça a été une grande force pour moi parce que ça a fortement influencé qui je suis. Par contre, c'est pas du light non plus, hein, parce que voilà. Donc après, je peux vous dire des anecdotes. Par exemple, moi, quand je suis arrivée au lycée, que j'étais totalement perturbée de sortir de mon petit collège où j'étais comme dans un poisson dans l'eau, évidemment, j'ai atterri dans l'internat des garçons. Puisqu'ils n'ont pas vu que j'avais coché la petite case, Michael, bah, c'est tellement rare, on dit Michaela, mais pas Michael. Donc voilà la petite anecdote. Sur les papiers, c'est monsieur et pas madame, ou alors on m'appelle Michel, enfin, c'est toute une histoire ce prénom. Mais bon, en même temps, ça fait partie du mien, quoi. Et donc, tout ça pour en revenir, où le prénom a un sens, et si on a un deuxième ou un troisième prénom, donc ça donne aussi l'énergie. Il va se passer plein de choses avec les prénoms. Ça va étoffer, nuancer votre destinée parce que on va chercher si c'est un prénom qui est dans la famille, qui est dans l'histoire, donc dans l'histoire avec les ancêtres, ou si pas du tout. Parce que même quand il n'y a pas de prénom qui est donné en référence aux parrains, marraines, grand-père, grand-mère, si le prénom est totalement absent de l'histoire familiale, en fait, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des choses cachées, donc des histoires cachées, etc. Donc en fait, il y a tellement d'éléments autour de notre naissance, notre conception, nos 1 an avant, 3 ans après, que franchement, mais il y a déjà de quoi faire pour identifier en fait déjà les choses qui peuvent vous bloquer
dans votre histoire familiale. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Il y a des prénoms, par exemple, qui ont des symboliques. Par exemple, les Stéphanie, les Jérôme, c'est des deuils non faits dans l'histoire. Donc, Michel, c'est en référence biblique. Il y a des prénoms qui sont de protection, comme Jean, Ange, euh, Angélique. Il y a des prénoms qui sont à connotation, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, qui sont lourds à porter, comme les maris. Les maris, c'est Marie chez les chrétiens. Marie, elle a une énorme symbolique. Donc, quand on a les chrétiens, c'est le Christ, Christine, Marie-Christine, en référence à Marie, que j'adore. Donc, du coup, ben, là, c'est sûr que quand on voit ça, c'est des prénoms qui vont vous charger déjà émotionnellement, parce que c'est des prénoms lourds. Et en fait, ils ont été donnés pour un sens précis. Souvent, on donne, par exemple, je crois que c'est Gabriel ou Raphaël, un des deux, je ne me rappelle plus, qui est l'archange de guérisseur, en fait. Donc là, c'est pareil, on va aller chercher dans l'histoire familiale pourquoi on a voulu protéger l'enfant. Est-ce qu'il y a eu des décès avant? Est-ce qu'il y a eu des fausses couches, des grossesses qui ne sont pas arrivées à terme, pour donner, ou la maladie, la perte d'une mère brutalement, donc pour donner vraiment la protection à l'enfant. Donc ça, important. Ou, enfin, ça se voit, j'ai des exemples, j'ai plein d'exemples à vous donner quand je vous dis ça. Mais voilà, après, attention aux prénoms qu'on donne en fonction en souvenir par exemple d'un enfant décédé ou de quelqu'un de nous proche décédé, parce que ça va charger en négatif en fait. J'ai l'exemple aussi de quelqu'un qui a le prénom de sa tante décédée. En fait, elle avait 4 ans, la petite. Et donc, en fait, cette personne devait avoir le prénom de sa tante décédée en premier prénom. Donc, la maman n'a pas voulu. Et derrière, ben, elle a un symptôme physique qui rappelle à quel point elle est vivante par rapport à sa tante décédée à 4 ans d'un accident. Donc, voilà. Il y a des tas, là par exemple, je vous dis, quand on fonctionne en termes de biologie, le conflit psychologique du parent devient la maladie de l'enfant, par exemple. Là, c'est quelqu'un qui a des tremblements, et c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, vraiment ça. Donc après, bah, il suffit, franchement, en psychogénéalogie, on arrive des fois à régler des conflits, comme je vous disais, comme les taches sur la peau, ou enfin, les taches sur la peau, le changement de pigmentation en fait, ou l'eczéma, ou les allergies alimentaires. On règle plein de choses en se penchant sur notre histoire familiale, vraiment. Donc voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce défi des 7 jours aussi, je vous referai des vidéos selon les thèmes de la période. Je vous referai des vidéos. Je vous embrasse bien fort. Passez une bonne journée aujourd'hui, qui est la journée de l'amour et des amoureux. Soyez amoureux de la vie en premier avant d'être amoureux de votre gentil fiancé ou gentille fiancée. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.